Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre conférence intitulée La route du Kisokaido à travers le regard de 4 artistes de l'époque d'Edo. Nous accueillons aujourd'hui Manuela Moscatello, la responsable des collections japonaises au musée de Cernouchi. Je laisse la parole à Madame Manuela Moscatello. Bonjour, bonjour à tous. Je vais juste vous dire bonjour au début, après je vais m'asseoir. Vous m'entendez pas? Bah oui, excusez-moi, la journée a été assez longue. Je vais tenter d'être performante, comme on dit. C'est pour moi l'occasion de vous parler de ce projet d'exposition auquel je tiens énormément et consacrer justement cette exposition qui est toujours en cours au musée Tchernouski jusqu'au 8 août 2021. C'est une exposition consacrée à la route du Kisokaido. Tout d'abord, j'en profite de cette conférence parce que je tiens à cœur à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à cette exposition. En premier lieu, Monsieur Leskovitch, qui a prêté une partie de sa magnifique collection, et notamment la série dont je vais vous parler bientôt, réalisée par deux artistes, Eizen et Hiroshige, consacrée aux 69 étapes relais de la route du Kisokaido. Il y a un autre collectionneur prêteur qui souhaite garder l'anonymat, mais que je remercie énormément. Et bien sûr, il y a les collègues, les collaborateurs qui ont participé à la rédaction du catalogue, qui m'ont fait un plaisir énorme. Je souhaiterais citer Monsieur Hasano Shugo, qui est le directeur du musée de Nara, de deux musées vraiment à Nara. Le Yamato Bunkakan, qui est peut-être le plus connu. Madame Brigitte Koyama-Richard, spécialiste de l'art japonais, qui a écrit sur l'époque d'Edo. Monsieur William Scott Wilson, qui est l'un des majeurs traducteurs aux États-Unis, qui a parcouru la route du Kisokaido 4 fois. Et avec son expérience, sa culture de la littérature japonaise, il a rédigé un essai titré Le Kisokaido entre hier et aujourd'hui, que j'ai trouvé formidable. Et enfin, Madame Sarah Thompson, qui est conservateur au Musée des Beaux-Arts de Boston. On en reparlera parce que le projet, au tout début, prévoyait en fait un prêt assez important du Musée des Beaux-Arts Museum of Fine Arts de Boston, qui n'a pas eu lieu à raison de la pandémie. Comme je vous disais justement, la conférence justement est consacrée à l'exposition. Tout d'abord, le Kisokaido est l'une des 5 routes qu'on appelle Gokaido, aménagées à l'époque d'Edo, surtout pour le déplacement des shoguns, des daimyons, qui allaient servir les shoguns à Edo. Les daimyons partaient de l'Aix-Provence selon un système qui est connu sous le nom de Sankin-Kokai et qui les obligeait à se déplacer au moins une fois par an pour aller servir le shogun à Edo. Alors, ce système visait notamment à les faire entraîner beaucoup de dépenses et les affaiblir d'une certaine manière. Le Kisokaido ainsi que le Tokaido sont les routes, parmi ces 5 routes Gokaido, les plus importantes, si vous voulez, les plus longues peut-être de ce système routier. La différence entre les deux est là dans cette carte que vous trouvez à l'entrée de l'exposition. Vous voyez que le Kisokaido traverse l'intérieur montagneux du pays et il est jalonné de 69 relais, alors que le Tokaido en fait, on retrouve cette route qui est parcourue toujours aujourd'hui. On a par exemple le Shinkansen Tokaido, le Tokaido Shinkansen, longe la côte. Mais le point de départ et le point d'arrivée, c'est le même. Le point de départ était l'ancienne Edo, ce qui aujourd'hui est connu sous le nom de Tokyo, et le point d'arrivée est Kyoto, la ville de Kyoto, qui était le siège de l'empereur.
alors que Edo, comme je vous disais tout à l'heure, était le siège du gouvernement shogunal, donc du gouvernement militaire. Cette route qui existait à l'époque d'Edo, mais qui existe toujours aujourd'hui et qui peut être parcourue toujours aujourd'hui, bien sûr, c'est plus simple à l'aide de trains, etc. Mais on peut la parcourir à pied, on peut parcourir certaines parties à pied, c'est sûr, a parfois changé son aspect. Ce que je tenais justement à montrer à travers l'un des dispositifs numériques qui est présenté en début de parcours, voir un peu en partant d'une sélection d'estampes de la série réalisée par Eisen et Hiroshige, comment ces étapes, ces relais ont changé dans le temps. Et donc, on montre, par exemple, à côté d'une estampe, là, c'est Nihonbashi, c'est le point de départ, le pont du Japon qui existe toujours à Tokyo, bien que là, vous le voyez, il était en bois. On le retrouve toujours en bois en 1871, avant sa reconstruction. Et aujourd'hui, on montre une photo actuelle où on voit, c'est une vue nocturne, où on voit le pont en pierre, bien sûr. Ça, c'est un exemple où le paysage, ou si vous voulez le relais en question, a changé, alors que certains endroits, certains relais restent intacts, la beauté des paysages reste intacte. Alors, la série réalisée par Eisen et Hiroshige est une série très particulière. Tout d'abord, elle a été soutenue par deux éditeurs, Takenouchi Magohachi et Issei Rihei. Mais Takenouchi Magohachi avait déjà réalisé avec Hiroshige la série consacrée au Tokaido, à la route du Tokaido, quelques années avant cette série de Kisokaido que M. Asano Shugo, je dirais le plus grand expert de cette série, date entre 1835 et 1838. Alors que le Tokaido, la série du Tokaido a été réalisée autour des années 1830, 32, 33. Comme elle avait connu un succès considérable, il était très probable que Takenouchi Magohachi souhaitait renouveler sa collaboration avec Hiroshige. Mais dans le fait, ce ne sera pas Hiroshige qui débute cette série, ce ne sera pas Hiroshige qui réalise les premiers dessins de cette série, mais un autre artiste, peut-être un peu moins connu du public occidental, Keisai Eisen. Et finalement, Eisen va réaliser 24 estampes. Alors, on dit va réaliser 24 estampes. Bien sûr, vous savez, l'estampe japonaise est un travail d'équipe. L'éditeur joue un rôle très important, mais il y a aussi d'autres personnalités. Bien sûr, l'artiste, c'est lui qui dessine le motif qui va être gravé et imprimé. Et donc, il y a aussi deux autres personnages très importants, c'est-à-dire le graveur et l'imprimeur, qui permettent la réalisation finale d'une estampe. Donc, Eisen va réaliser 24 estampes de cette série, mais sans un souci topographique, c'est-à-dire qu'il saute parfois des étapes. Et ce sera Hiroshige qui va prendre le relais et qui va réaliser les 47 dessins pour les estampes, pour les relais manquants. Alors, Hiroshige est le seul artiste qu'on présente dans l'exposition dont on sait avec certitude qu'il a parcouru la route du Kisokaido, ou au moins une partie de la route. Et cela a eu lieu entre le printemps et l'été 1837. C'est grâce à 4 carnets de croquis qui sont conservés aujourd'hui au British Museum à Londres que nous avons cette information. Ces croquis sont très importants. Je vous invite à regarder, par exemple, en ligne, la conférence de M. Asano Shugo, où il explique bien dans le détail comment certains croquis ont été repris par l'artiste, dans certains cas vraiment tels quels, pour les dessins des estampes, une partie des estampes de cette série.
Alors, cette série appartenant à la collection Leskovitch est considérée comme l'une des plus belles au monde. Tout d'abord, il s'agit de tout premier tirage, chose rarissime. Et ensuite, si vous venez visiter l'exposition, vous pouvez vite vous en rendre compte. C'est surtout l'état de conservation de ces feuilles qui est magnifique, et notamment la fraîcheur des couleurs. Là, dans certains cas, comme c'est pour l'étape de Nihonbashi, donc le point de départ de la route, on a deux tirages. Donc, on a le premier tirage, sans doute, mais on a un tirage successif. Et vous voyez, il y a certains détails dont on s'aperçoit peut-être pas tout de suite, mais c'est sûr que la bande anneau du ciel change de couleur, mais il y a aussi d'autres détails comme, je ne sais pas si voilà, comme la présence, vous voyez, de l'autre éditeur, Issei Rihei, de l'emblème de l'éditeur qui est présent sous l'ombrelle ici en premier plan, alors qu'on ne la retrouve pas sur le premier tirage. Est également le nom de l'éditeur, Takenouchi, par exemple, est remplacé aussi. Il y a également le nom du deuxième éditeur qui vient s'ajouter du second éditeur, Issei Rihei. Alors, on retrouve certaines caractéristiques dans notre estampe. Je vous rappelle, il s'agit toujours de premier tirage. C'est le cas également pour le relais d'Okigawa, où bien sûr il y a des changements de couleur on retrouve certaines caractéristiques qu'on ne retrouve que dans le premier tirage. Elle a encore la bande présent anneau de l'estampe, le visage de la paysanne qui montre une sorte de couleur rose-orange qu'on ne retrouve pas dans les tirages successifs. Et surtout, en fait, nous, dans ce premier tirage, on a la signature de l'artiste, Eisenga, alors que dans les tirages successifs, on ne le retrouve pas. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est probable que, comme justement c'est Hiroshige qui prend le relais, peut-être Eisen n'a pas souhaité que sa signature figure dans les tirages successifs. Un autre relais signé par Eisen montre justement le déplacement d'un daimyo, d'un seigneur féodal, avec son entourage. Vous voyez, parfois, c'était des déplacements avec une cinquantaine, une soixantaine de personnes. Bien sûr, les entourages, les personnes faisant partie de l'entourage des daimyos, ainsi que d'autres personnages qui ont traversé la route, comme par exemple des simples touristes, mais également des pèlerins ou des acteurs itinérants, des moines mendiants, traversaient la route à pied. Et ça prenait environ 2 semaines, alors que les personnages qui appartenaient à des rangs plus élevés, comme justement les seigneurs féodaux, voyageaient en palanquin ou en chaise à porteur, et bien sûr, là, les temps étaient différents. Alors, cette estampe que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons montre également des caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans des tirages successifs, en particulier la présence du saut circulaire ici, où on voit entre autres le nom de l'éditeur. Et bien sûr, il a toujours la signature de l'artiste, comme c'était le cas précédemment, mais la différence la plus éclatante est sans doute le ciel réalisé avec cette nuance, ce dégradé de rouge-rose qui est impressionnant. Alors, il faut savoir que dans toute la série d'Okiso Kaido, au niveau des techniques adoptées, ce qui est très remarquable, c'est justement ces dégradés de couleurs qu'en japonais on appelle bokashi. Et on les retrouve presque dans toutes les estampes. Ça ne concerne pas seulement le traitement du ciel, mais cela concerne également certains éléments naturels, comme justement parfois dans l'eau, vous voyez le dégradé de bleu qui part d'une nuance plus dense et arrive à une nuance plus légère, comme c'est le cas ici de l'eau.
Bon, en particulier, cette estampe, ce qui me fascine énormément, c'est le fait d'avoir placé cette lanterne en pierre sur le côté droit. Et cette lanterne, à mon avis, joue un peu de pivot de la composition autour de laquelle se développe toute la composition. Et bien sûr, cette ligne diagonale qui coupe en deux le pont notamment, qui coupe en deux la composition, crée un dynamisme, un mouvement remarquable. J'essaie d'aller vite parce que je suis certaine que je ne serai pas dans les temps. Là, je vous montre une salle de l'exposition. Alors, l'idée, pour moi, c'était de montrer également, de ne pas rester sur l'aplat des estampes, magnifiques sans doute, mais de montrer également des objets. Des objets qui évoquent en général la culture de l'époque d'Edo et qui évoquent également la culture de voyage, si vous voulez, à l'époque d'Edo. Donc, on trouve dans certains estampes, comme c'est le cas de cette magnifique estampe dessinée par Hiroshige, des personnages qui portent certains objets. Alors, tout d'abord, là, cette estampe est consacrée au relais de Karuizawa. C'est une scène nocturne. Ce voyageur à cheval, avec les deux autres personnages à pied, se sont arrêtés le long de la route. L'un des deux allume sa pipe alors que les deux autres discutent entre eux. C'est une scène très fascinante et surtout l'image de ce feu qui génère une lumière qui, d'une certaine manière, brise l'atmosphère sombre, noire de la nuit. Et surtout, encore une fois, j'attire votre attention sur les dégradés des couleurs, et notamment du gris. On passe du gris clair jusqu'au noir très foncé, très profond. Donc, c'est une scène qui a lieu sur le bord de la route. Et vous voyez ce personnage qui se plie, porte à sa ceinture un objet qui est constitué d'une pochette avec un étui. Alors, les personnages qu'on rencontre sur la route, dans la plupart des cas, sauf quand il s'agit de seigneurs féodaux, sont des personnages très simples, très modestes. Par contre, les objets que nous montrons dans les expositions, on peut les classer comme des œuvres d'art en raison des matériaux qui ont été utilisés, comme dans ce cas, vous voyez cette pochette réalisée avec une soie brodée très précieuse, et les étuis, ici, l'étui à pipe est réalisé selon une technique de laque ancien chinoise. Est également le cas pour l'autre nécessaire de fumeur, on peut les appeler kiseruzutsu en japonais, qui est réalisé avec une technique de cuir imprimé, très rare, très précieuse en tout cas. Et donc, mais le rapprochement est pertinent dans la mesure où, vous voyez, c'est le même type d'objet. C'est juste que dans les estampes, on voit des objets très très simples, réalisés avec des matériaux très modestes. Encore une vue dans la première grande salle de l'exposition. Et là aussi, vous avez d'autres objets. On a une selle magnifique en bois laqué rouge avec des incrustations de nacre en forme de fleurs de cerisier. Il y a également un motif décoratif impressionnant de damier le long des bords. Alors, c'est l'objet le plus ancien de toute l'exposition qui date de l'époque Momoyama. Et en raison de ce décor très raffiné, cette selle a certainement appartenu à un général de rang élevé. On retrouve également une caisse d'armure, un objet plus simple mais très intéressant. Vous allez voir, on pourrait comparer ce type d'objet à une sorte de sac à dos d'aujourd'hui. Il servait à transporter un peu tout, et notamment des parties d'armure, par exemple. Il est réalisé en bois avec des contours en fer à laqué noir et des bretelles en corde. Ce qui est très intéressant dans cette pièce, c'est l'idéogramme qu'on retrouve sur le dos. Vous savez, c'est qui indique, qu'on pourrait traduire par avant, mais ça n'indique pas le sens de marche, mais c'est plutôt un des 9 koji. C'est un signe de bon augure, de bon auspice pour bien réussir la mission.
que, bien sûr, c'est lui qui porte ce sac à dos et à qui est adressé. Alors là, vous voyez au fond de la salle un autre dispositif numérique, une autre vidéo. Moi, je tiens beaucoup à ces dispositifs, à cette vidéo, parce que je les considère comme des compléments de l'exposition. Alors, dans cette vidéo, en quelques minutes, on montre un peu une partie du travail, du processus de réalisation d'une estampe, et notamment le travail de l'imprimeur. Alors, si ASN se dédie surtout à représenter, se consacre surtout à représenter les activités humaines, et il y arrive très bien vraiment dans ce jeu, Hiroshige, on le sait, c'est le maître du paysage, et dans certains de ses estampes, on retrouve son style. Là, dans le relais de Ashida, réalisé avec ces lignes souples, on reconnaît tout de suite le style de Hiroshige, et justement la ligne souple, délicate, dont l'artiste se sert pour tracer ces collines qui se détachent sur un fond de montagne plutôt anguleuse. Donc ce contraste, je le trouve très évocateur. L'un des cols les plus escarpés de Kisokaido, vous savez, ça c'était la différence principale entre les deux routes, le Kisokaido et le Tokaido, c'est que le Kisokaido était une route plus ardue à parcourir en raison de la présence de 9 cols escarpés. C'est vrai aussi que le Tokaido, par contre, il était jalonné par plusieurs rivières qu'il fallait traverser, et cela entraînait des dépenses supérieures. Alors là, on est à Wada, justement le col le plus escarpé de tout le Kisokaido. C'est une scène enneigée, mais c'est une scène, comment dire, où on ne voit pas le côté dangereux de la neige, comme ce sera le cas pour une autre estampe qu'on verra d'ici peu. Et là, on peut bien comprendre, comment dire, la petitesse de l'homme face à la grandeur de la nature. Après, vous voyez, la palette des couleurs est toujours très réduite, mais l'effet, le résultat est, dans la plupart des cas, très efficace. L'une des stampes, incontestablement l'une des stampes les plus belles, les plus lyriques, j'oserais dire, de la série, réalisée par Hiroshige, est celle consacrée au relais de Seba. Ici, on voit vraiment comment Hiroshige arrive à exprimer d'une certaine manière ce rapport intime entre homme et nature. Donc on voit deux personnages qui sont en train de transporter, bon, l'un en particulier en train de transporter du bois, l'autre sur un radeau, mais c'est des métiers très simples, très humbles de la campagne, de la montagne, mais on sent la présence de cet écosystème, vraiment cette harmonie entre homme et nature. Et là encore, c'est une scène nocturne qui se déroule sous la pleine lune. Je vous invite toujours à regarder, à faire attention à ces techniques de bokashi, de dégradé de couleurs, qui font en grande partie la beauté de ces estampes. Voilà, on continue notre voyage, on se retrouve face à la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, et un autre exemple de estampes où on retrouve deux tirages différents, toujours le premier tirage sur la gauche. Vous voyez comment ça change. Alors dans le premier tirage, l'artiste, parce que c'est toujours lui qui indique les couleurs à l'imprimeur, utilise par exemple pour la partie inférieure de l'estampe un vert très tendre, très frais, on pourrait dire, alors que pour le tirage successif, ça change. Et je trouve également ce parti pris d'accentuer le contraste des silhouettes qui sont sur le fond, d'une certaine manière, durcit l'estampe, alors que dans la première tirage, tout est vraiment plus dans le style de Hiroshige, qui arrive sans doute à capter les moindres variations atmosphériques. Là, c'est une scène de pluie comme on les trouve, on en trouve d'autres dans la série, mais on a presque l'impression, le ressenti de cette humidité
étouffante qui imprègne la scène. Et bien sûr, ce qui est génial, c'est l'évocation de la pluie à l'aide de ces lignes diagonales qui évoquent aussi l'instantanéité de la scène. Ce groupe de voyageurs qui est surpris par un orage et qui est obligé, entre guillemets, à se protéger auprès d'un petit sanctuaire sur la route. Alors, c'est l'estampe que nous avons choisie pour l'affiche de l'exposition et qui montre, qui est consacrée au relais de Nojiri. C'est une estampe que je classe à la fois de naturaliste, de surréaliste, d'expressionniste, car l'usage de la couleur est vraiment très puissante. Et c'est d'une certaine manière la synthèse de cette exposition, le voyage de l'homme dans la grandeur de la nature. Je vois que je suis hyper en retard. Oh mon Dieu. L'estampe la plus rare de toute la série est consacrée au relais de Nakatsugawa et elle est considérée comme unique au monde en raison d'un détail infime, c'est-à-dire l'utilisation de Blue Indigo pour le haut des jambières des trois samouraïs en premier plan. Et là encore, c'est une scène de pluie, mais ici, la pluie est réalisée à l'aide d'une technique très intéressante, en mélangeant l'encre de Chine sans doute avec un pigment, un blanc de plomb, empaku en japonais, ce qui crée cette nuance grise. Bon, je vais à la vitesse de la lumière. Le relais de Oi, c'est magnifique, mais là, on est plutôt sur une tempête de neige. Vous voyez, donc, c'est les voyageurs qui avancent avec une fatigue énorme dans cette tempête de neige. On ne voit pas les visages, mais on ressent la difficulté d'avancer dans la neige avec juste quelques traits, une représentation minimaliste, on pourrait dire. Juste quelques lignes, Hiroshige rend parfaitement l'image de ces voyageurs dans les montagnes. Et là, encore des dégradés de couleurs magnifiques. Il y a des moments où les voyageurs s'arrêtent sous un arbre pour se reposer. C'était le cas très souvent, apparemment, selon certaines photographies de l'époque Meiji, justement, qui nous montrent ce type de scène. Et ils ont sans doute fait recours à des nécessaires à pique-nique. Je ne vous explique pas toujours le même principe. On retrouve dans les estampes des objets très simples. Alors que là, à mon avis, c'est des objets à couper le souffle, mais je ne devrais pas vous dire ça, mais j'adore. Des nécessaires à pique-nique, en bois laqué, l'un du XVIIIe siècle, l'autre du XIXe siècle, en parfait état de conservation, avec des décors qui nous indiquent qu'il s'agit d'objets destinés à l'aristocratie d'un côté et à la haute bourgeoisie de l'autre. Une autre estampe de Eisen, quand je vous disais qu'il saisit les mœurs, les activités, là c'est une pratique très courante, encore aujourd'hui au Japon, la pêche au cormoran, et voilà comme le montre cette photographie récente. La série de Kisokaido de Hiroshige et Eisen s'achève par la dernière étape, Otsu, cette petite ville que Christophe Maquet vient d'évoquer, pas loin de Kyoto. Alors, comme je vous disais, j'aurais souhaité montrer une sélection d'une autre série consacrée au Kisokaido. Le but de cette exposition, c'est de montrer un aspect qui m'est très cher de l'art japonais, c'est-à-dire la variété dans l'iconographie, la manière très riche, si vous voulez, de traiter le même thème, mais de manière différente par plusieurs artistes. Là, on est toujours sur la route de Kisokaido, mais on montre donc par ce dispositif numérique, parce que la pandémie ne nous a pas permis d'emprunter une partie de la série de Kisokaido réalisée par Kunisada au Museum of Fine Art de Boston. Je vous explique juste le principe. Vous trouvez ces estampes dans le catalogue, mais pas malheureusement dans l'exposition. Voilà, Kunisada fait son choix. Il représente le Kisokaido en montrant des portraits d'acteurs en buste, et le paysage ici n'occupe qu'une petite partie du fond. Et il y a toujours un cartouche non à droite avec des éléments de décor qui nous font comprendre, qui nous donnent des informations
sur le personnage joué dans certaines pièces de théâtre kabuki ou bien d'un drabno. Et surtout qui nous donne des éléments, qui donnait aux observateurs cultivés de l'époque des éléments pour deviner de quelle pièce il était question, de quel atelier il était question. Même si Kunisada, il adorait tellement le théâtre kabuki, il connaissait tellement bien les acteurs qu'apparemment le public pouvait les reconnaître, même si les noms de ces acteurs ne figuraient pas sur ces estampes en raison de la censure. Mais là, ça va déclencher des discours trop longs. Dernière partie de l'exposition, on a une autre série complète consacrée au Kisokaido, cette fois réalisée par un autre artiste de l'école Utagawa, un condisciple de Kunisada, Utagawa Kuniyoshi. Et là encore, on a la représentation des étapes des relais du Kisokaido sous un angle tout à fait différent. Alors, si dans la première partie, on a vu les paysages pittoresques de la route de Kisokaido, ici, on voit notamment des scènes qui s'inspirent de la littérature classique, du kabuki, du théâtre des marionnettes, des drames des récits du folklore japonais. Et vous voyez, les estampes sont réalisées toutes suivant le même module. On a la composition, au centre de la composition, une scène, ici un personnage qui s'inspire d'un ouvrage littéraire, La chronique des 8 chants de Satomi, ouvrage qui s'inspire d'un autre ouvrage littéraire chinois, qu'en japonais on appelle Suikoden, au bord de l'eau, on le traduit en français. Mais ici, en fait, c'est l'un des 8 frères, des 8 chiens, on les appelle chiens parce que dans leur nom, il y a toujours le petit mot inu, qu'en japonais ça signifie chien. C'est des 8 héros, 8 valeureux. Et là, Kuniyoshi fait le choix d'un représentant l'un des 8, Inuyama Dosetsu. Ils sont tous pourvus, ces 8 valeureux, de pouvoirs extraordinaires magiques. Et là, Inuyama Dosetsu arrive à dompter, il prend la pose d'un hachette, il arrive à dompter le feu. Moi, je trouve cette estampe extraordinaire. En fait, on l'a utilisée pour un décor de scénographie. Mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Je vous invite juste à remarquer les bords de cartouches décorés avec des chiots, parce que justement l'ouvrage littéraire, la chronique des 8 chants de Satomi, c'est un renvoi. Et alors justement le public de l'époque, il faut le rappeler, à l'époque d'Edo, les Japonais sont l'une des populations les plus cultivées au monde. Donc, ils connaissaient très bien la littérature, les pièces de théâtre, etc. Ils pouvaient arriver, grâce à ces petits détails, à saisir de quelle histoire il était question. Je ne sais pas comment faire, mais alors, je vais faire un choix, forcément. Ce qui m'intéresse vous dire en quelques mots, c'est la manière où ces estampes ont été conçues. Alors, tout d'abord, vous voyez, en haut à gauche, il y a toujours un encadré avec des éléments de paysage. Mais ces éléments de paysage ne correspondent pas forcément au relais de la route auquel l'estampe est associée. Ce qui est très intéressant, c'est la forme de ces encadrés. Alors, ici, le personnage représenté est Yuriwaka Daijin, c'est-à-dire le protagoniste d'un drame dansé composé au XVIe siècle. Ce personnage, dont la silhouette puissante se détache sur un paysage macabre, tient dans la main un énorme arc que seulement lui, pourvu d'une force extraordinaire, pouvait utiliser. Alors, ce personnage était considéré comme le vainqueur des Mongols et son histoire a beaucoup de points en commun avec un autre héros, un héros que nous connaissons un peu mieux, un héros grec, Ulysse. Déjà, par l'homophonie des deux noms, Yuri pour Yuriwaka Daijin, Uli pour Ulysse.
Alors, les chercheurs au Japon disent que, en effet, l'histoire d'Ulysse avait été diffusée au Japon par les missionnaires jésuites qui sont arrivés vers 1550, donc juste avant la réalisation de ce drame dansé qui voit Yuriwaka Daijin comme le protagoniste. Et il y a vraiment pas mal d'éléments en commun entre les deux histoires. Pour revenir à l'estampe, autour de cartouches, on trouve des fleurs de lis. En japonais, c'est yuri. Et donc, un autre élément qui permet de comprendre qui est le personnage représenté. Ensuite, l'encadré du paysage est entouré de cordes, les cordes de l'arc utilisé par Yuriwaka Daijin. Vous voyez, parfois c'est très subtil, c'est des éléments qu'il faut détecter, c'est une sorte de rébus, si vous voulez, à résoudre. Mais c'était également un grand divertissement pour les observateurs cultivés de l'époque. Alors, les histoires dans cette série s'enchaînent. Hein. Là, vous avez la dernière partie, la dernière salle de l'exposition, avec cette magnifique armure qui trône au milieu de la salle et d'autres objets toujours en relation, en rapport avec les estampes de cette série. Et je m'arrête peut-être sur cette estampe qui représente un thème très diffusé dans l'art du Japon, les fantômes, les revenants, etc. On se trouve face à Oiwa, qui est un fantôme femme, l'une des plus connues dans les histoires au Japon, dans la littérature japonaise. Oiwa avait été empoisonnée par son mari qui souhaitait se marier avec une autre jeune femme. Et donc Oiwa ne meurt pas tout de suite, mais l'effet de ce poisson lui provoque la dégradation, la déformation de son visage et surtout la perte de ses cheveux. Vous voyez, elle tient en main une mèche de ses cheveux de laquelle coule du sang. Donc c'est parfois des détails très macabres, mais qui étaient très appréciés à l'époque. Bon, là, c'est une scène où le masseur aveugle qui est venu soigner Oiwa découvre en touchant la femme le drame qui est en train de se passer. Alors, le jeu de mots est évident parce que Oiwa est associé au relais de Oiwake, mais ça va même plus loin la chose parce que Oiwa c'est le nom de l'héroïne, Oiwa, mais Ke en japonais, ça fait un lien avec la chevelure de Oiwa. Et donc vous voyez, c'est encore des éléments très subtils. Et ensuite, en ce qui concerne l'encadré anneau à gauche, c'est en forme de rat. C'est-à-dire, selon le calendrier chinois, l'année de naissance de Oiwa. Et d'ailleurs, on voit également un rang le long de contours de cartouches où figure le titre de la série. L'une des estampes les plus reçues de la série de Kuniyoshi représente une histoire consacrée à la pitié filiale. Ici, on a une autre héroïne femme, Yaegaki Hime, qui traverse le lac glacé de Suwa, pas loin du relais de Shimosuwa, grâce à l'aide d'esprits de renard. Elle arrive enfin à remettre à son vrai propriétaire le casque qu'elle porte sur la tête que son père avait volé. Là encore, c'est magnifique ce contraste entre le fond presque diaphane avec ses silhouettes de renard et la richesse du décor de Furisode qui porte Yaegaki Hime. Il faut savoir que Kuniyoshi était le fils d'un teinturier, donc dès son plus jeune âge, il était en contact avec les textiles, les motifs décoratifs et surtout les couleurs qui caractérisaient le décor des textiles. Et donc ça, c'est les dernières images de l'exposition. Ici, l'une des images peut-être les plus poétiques de cette série qui montre pas mal de détails macabres, c'est Ariwara no Narihira, c'est-à-dire l'un des 6 poètes, des 6 génies du Japon, les Rokasen, qui vient d'enlever Dame Nijo, qui était l'une des favorites de l'empereur. Et il traverse la plaine de Musashi. C'est un lieu emblématique au Japon qui a inspiré beaucoup la littérature japonaise, comme bien sûr les images artistiques, les décors décoratifs.
et ils sont poursuivis par les hommes du palais qui souhaiteraient ramener à court Dame Nijo. Et là, on voit dans cette plaine de Musashi qui est particulièrement comment dire, lyrique, au moment, à l'automne, au moment où il y a la pleine lune qu'on voit sur le fond, et surtout on a ces réseaux de Chine, les Suzuki, qui tapissent d'une certaine manière toute la plaine. Et bon, il y a encore plein d'histoires macabres et intéressantes que je vous invite à découvrir et à visiter l'exposition. Je m'arrête là peut-être, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui a levé la main. Vous avez des questions? Ne soyez pas timide, hein, franchement. On est entre nous. Non, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, je comprends, on est tous un peu fatigués peut-être. Bonjour. Bonjour. Oh. Excusez-moi, dans la série d'Utagawa, pourquoi il a mis des paysages si c'est pas les bons? Pardon, je vous entends. Ah, pardon. Je n'ai pas entendu. Dans la dernière série que vous avez montrée, la dernière série d'estampes. de Kuniyoshi. Oui, pardon. Vous avez dit que les paysages qu'il avait choisi de dessiner n'étaient pas ceux qui correspondaient au relais. Alors pourquoi? Alors, ça, c'est des hypothèses. On pense qu'il ne s'agit pas des relais de la route. On pense qu'il s'agit de paysages soit inventés par l'artiste, d'éléments paysagers soit inventés par l'artiste, soit qui ont pu s'inspirer d'un livre illustré sur la route du Kisokaido. Ça, c'est ma collègue Sarah Thompson du Museum Fine Art de Boston. Je partage son avis. Dans d'autres séries de Kuniyoshi, on peut faire vraiment le rapprochement entre... il y a d'autres séries où il utilise cet escamotage de l'encadré. On peut faire vraiment les rapprochements avec les relais, les lieux rattachés à l'estampe. Mais pour le Kisokaido, c'est vraiment plus compliqué. On ne peut pas le faire avec certitude. Vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci.